Notre cher ami Richard D. Wolff est avec nous. Bon retour parmi nous, Richard. Richard Wolff is here with us. Welcome back, Richard. Merci beaucoup, Nima. Heureux d'être ici. How do you see the whole situation with this? Comment voyez-vous l'ensemble de la situation concernant le cas de l'Ukraine? Car après tout, il ne semble pas que les Européens, avec les Ukrainiens, soient favorables à des concessions territoriales, à une limitation de la taille de l'armée ukrainienne ou à l'adhésion à l'OTAN. Ils ne veulent mentionner aucun de ces points dans un accord sur l'Ukraine. Ils vont même au-delà. Voici Kaja Kallas, qui parle de la manière dont ils perçoivent la situation avec la Russie. How do they feel about the situation with Russia? Afin d'empêcher cette guerre de se poursuivre, nous devrions réellement limiter l'armée russe et son budget militaire. Yeah. They're going beyond that, to counter what Russia Oui, is talking ils vont about. encore plus loin pour contrer ce dont la Russie parle. Here is what was Mais avant d'en venir à ton commentaire, voici ce qui a été publié dans Politico, que l'Europe envisage, tu sais, l'impensable. Des représailles contre la Russie. Il parle de la militarisation de l'Europe, ainsi que de cyberattaques, et tu sais, de tout cela qui se combine pour contrer, pour s'opposer à la Russie. Que penses-tu, Richard, de la manière dont l'Europe reste aussi obstinée à suivre cette politique vouée à l'échec en Ukraine? On this failed policy in Ukraine. Eh bien, je pense que la question, c'est l'Europe, et je veux commencer en l'abordant d'une manière qui soit bienveillante envers elle, car une partie de moi lui est effectivement sympathique. Voici ce que je veux dire. Depuis environ 500 ans, l'Europe est en quelque sorte le centre de la conscience mondiale. En d'autres termes, c'est là qu'ont eu lieu la Renaissance, la Réforme, la Révolution française, la grande transition du féodalisme, qui était le système dominant vers le capitalisme. Et à peine le capitalisme est-il apparu qu'il s'est lancé dans une activité mondiale qu'aucun système précédent n'avait pu accomplir, la création d'une économie mondiale. L'une des grandes contributions de Karl Marx a été de dire dans Or le Capital ce que je viens de dire, nous enseigner que la fonction historique du capitalisme est de créer une économie mondiale, un véritable système d'échanges mondiaux, de rassembler toutes les différentes parties du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, et ainsi de suite, en une totalité économique et donc politique et culturelle. Nous avons aujourd'hui cette totalité. L'Europe y est parvenue. En chemin, elle a commis des atrocités, le viol colonial d'une grande partie du monde, atroce, et deux des pires guerres mondiales que nous ayons jamais connues en termes de destruction. Mais elle a aussi accompli quelque chose, de nombreuses avancées technologiques, intellectuelles et bien d'autres encore. Je suis un étudiant de Hegel, Marx et Adam Smith, et voilà, tout cela. Et maintenant, c'est terminé. Voici le message le plus important que je puisse faire passer. L'Europe a fini de jouer ce rôle. L'Europe sera toujours là. L'Europe fonctionnera. L'Europe peut faire de bonnes choses. Ce n'est pas la question. Mais être le centre du monde, c'est fini. Tout comme l'Europe fut autrefois simplement une autre partie d'un globe indifférencié et pas encore unifié, elle fera désormais partie d'un globe unifié, mais pas d'un globe dont elle serait le centre. Et c'est très difficile à accepter, comme cela le serait pour n'importe quelle population. Ils essaient constamment de ne pas voir ce qui se passe. La diabolisation de la Russie est une attitude puérile, une tentative de ne pas voir ce que je viens de décrire et de penser que votre problème vient d'une force extérieure malveillante qui vous menace. Ce n'est pas votre problème. Regardez les difficultés que la Russie rencontre pour contrôler ne serait-ce que cette petite portion, environ un quart de l'Ukraine, et ils iraient envahir quoi? La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne? C'est absurde. Ils ne le pourraient pas. Ils ne le feraient pas. Ils ne sont pas aussi stupides. Ils ont montré très clairement qu'ils étaient conscients de ce genre d'enjeu. Et les alliés,
la Russie, la Chine et l'Inde, ceux sur qui il compte, ne participeraient en rien à tout cela. C'est désespéré. C'est tellement désespéré que c'en est transparent. C'est pourquoi il faut aller chercher des gens, vous savez, dans les républiques baltes, avec leur histoire particulière, tantôt liés, tantôt détachés de la Russie, pour crier contre la Russie, comme la droite là-bas le fait depuis un siècle. C'est une proposition ennuyeuse. Nous devrions passer à autre chose. C'est du pur bouc émissaire. La Russie est une alternative commode pour que l'Europe fasse face à la triste réalité qu'elle est une partie en déclin, de moins en moins importante, d'une vaste économie mondiale dominée, d'un côté, par la puissance montante de la Chine et des BRICS, qui représentent désormais environ 35% de la production mondiale, et, de l'autre, par les États-Unis et le G7, qui rétrécissent et ne comptent plus que pour peut-être 27 ou 28% de la production mondiale. Et cela ne fait qu'empirer. Cet écart s'est creusé chaque année depuis 2020, lorsque les deux se sont croisés, quand le PIB total du G7 était à peu près égal à celui des BRICS à cette époque. Et la situation n'a cessé de se dégrader. Écoutez, les conditions économiques en Europe sont très graves. J'ai lu ce matin que le dernier sondage en Allemagne donnait M. Merz à 23% d'approbation. Vous savez, il n'est arrivé au pouvoir qu'en mai. 6 mois à peine, et tout s'est effondré. Et Starmer est dans la même situation, tout comme Macron. Vous savez quel est le taux de croissance du PIB actuellement au Royaume-Uni? 0,1%. You know what the GDP growth rate right now is in Britain? 0.1%. You know what that is? That's stagnation. And since their inflation, Vous savez ce que c'est? C'est de la stagnation. Et comme leur inflation frôle les 4% par an, ils connaissent la stagflation, une économie stagnante avec des prix en hausse et un budget tout juste annoncé qui va aggraver la situation. Ils sont pris à la gorge et sous pression. Et puis il y a cette guerre en Ukraine qu'ils ont imaginée, à tort, mais ils l'ont imaginée, facile à gagner parce qu'il n'y avait que la Russie d'un côté et tout l'Occident de l'autre. Eh bien, c'est une leçon de mauvaise compréhension de la situation. Et vous savez, les choses ne font qu'empirer. Donc pour moi, toute cette histoire doit être vue dans ce contexte. Les États-Unis voient l'impasse que représente l'Ukraine pour eux. Ils ont un autre bouc émissaire. Le bouc émissaire aux États-Unis, c'est l'immigration. The scapegoat in the United States is immigration. By the way, as it is in many European countries. D'ailleurs, c'est la même chose dans de nombreux pays européens. Mais ici, c'est le problème numéro 1. Et peut-être que le numéro 2, c'est la Chine. La Russie ne joue pas ce rôle. Et les États-Unis sont loin d'être aussi avancés sur l'échelle du déclin que l'Europe l'est déjà. L'Europe décline depuis longtemps. Le dernier véritable empire qu'ont eu les Européens, c'était l'Empire britannique, et il a disparu après la Première Guerre mondiale, puis a été complètement démantelé après la Seconde, comme l'histoire nous l'enseigne. Les Européens sont donc plus loin sur cette voie. Ils deviennent de plus en plus désespérés. Regardez la situation. Chaque grande percée technologique se fait soit dans la Silicon Valley, aux États-Unis, soit en Chine. Nous le savons tous. Nous le voyons tous. C'est de là que viennent les innovations, c'est là que les investissements sont solides. Allons, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, ou aveuglé par le besoin de ne pas le voir. Et pour moi, ces déclarations extravagantes, nous allons gagner en Ukraine, eh bien, les Russes nous avaient déjà fait savoir qu'ils étaient très mécontents à mesure que l'OTAN avançait vers l'Est. On leur avait fait ces promesses, pas que ce soit si important, que cela n'arriverait pas. Bon, c'est arrivé. Nous n'aurions pas dû être si surpris. Et cela a continué. Mais vous savez, reprendre la Pologne, reprendre l'Allemagne de l'Est, c'étaient des pays qui étaient vraiment distincts. Mais l'Ukraine était intégrée à la Russie d'une manière que les autres parties de l'Europe de l'Est ne l'étaient pas. Il n'est donc pas si surprenant qu'ils aient fini par tracer une ligne rouge et que ce soit sérieux.
Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. L'Occident l'a fait quand même, sous l'influence du même état d'esprit que l'on voit aujourd'hui. Nous allons découper, nous allons dire aux Russes quel type d'armée ils doivent avoir. C'est fini. Ce n'est plus à ta portée. Tout simplement. Et oui, vois-tu, dans ta folle désespérance, l'Europe me fait penser à une personne en train de se noyer. J'ai autrefois suivi une formation de sauveteur. Tu sais, ces gens qui se tiennent sur la plage et aident ceux qui ont du mal à nager. Et l'une des premières leçons qu'on nous a apprises, c'est que si quelqu'un se débat dans l'eau, il faut l'aborder d'une manière très précise, par l'arrière, car pendant qu'il crie et se débat, il risque de t'entraîner avec lui, surtout si c'est une personne de grande taille. Il faut donc apprendre la technique. L'Europe est en déclin. Elle s'agite et elle veut entraîner le monde dans sa chute. C'est pour cela qu'ils peuvent parler comme tu viens de nous le montrer. Vous savez, provoquer, c'est tout leur jeu. Tout leur jeu, c'est ce qui cause toute cette tension. Ils veulent entraîner les États-Unis dans ce qu'ils essaient de faire, à savoir inverser le déclin de l'Europe. C'est pourquoi quand ils commettent une erreur et que le micro est encore ouvert, on entend ce qu'ils veulent vraiment, morceler la Russie en petits pays pour pouvoir, à terme contrer ce qui se passe dans le monde. Réfléchissez à leurs fantasmes. Les rêves utopiques des gens en disent long sur eux. S'ils pouvaient absorber la Russie, puis la séparer de la Chine, alors on aurait les États-Unis d'un côté, une Chine réduite sans la Russie de l'autre, et une Europe élargie, absorbant désormais la Russie. Cela leur donnerait un appareil d'armes nucléaires. Cela leur apporterait une vaste géographie, tout le pétrole, le gaz et l'énergie bon marché. On peut imaginer l'excitation. Le problème, c'est que ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire cela. Les Russes voient déjà tout cela. Les Chinois le voient aussi. Et les Américains, qui ne peuvent rien y faire non plus. Vous savez, dans tous ces mouvements, l'Europe est trop divisée. L'Europe est trop bas dans la hiérarchie pour pouvoir y changer grand-chose. Alors, elle devient hystérique. Ce que vous voyez, c'est l'effort hystérique. Monsieur Trump essaie, à sa manière maladroite, de se désengager de tout cela. Tenez, l'Europe, à vous de jouer. Les Européens veulent contrôler ce qui se passe, mais non, ils n'en ont pas le pouvoir. Ils savent vraiment qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Donc soit ils font intervenir les États-Unis, soit ils perdent. Voilà de quoi il s'agit. Ils se moquent complètement de l'Ukraine. Ce n'est qu'un jeu. Le véritable enjeu, c'est de garder la main sur les États-Unis, car sans eux, vous n'êtes rien du tout. Et ce rien du tout vous saute au visage d'une manière qu'aucune administration américaine avant Trump n'avait osé exprimer ouvertement. En privé, ici aux États-Unis, je peux vous assurer, d'après ma propre expérience, que les principaux penseurs politiques et décideurs discutent depuis longtemps d'un désengagement vis-à-vis de l'Europe. Ils sont parfaitement conscients que l'équilibre entre avantages et pertes a changé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fallait des alliés contre le communisme et l'Union soviétique. C'était ça l'enjeu. Et vous avez obtenu cela. Vous avez conclu un accord avec l'Europe. Nous vous offrirons une protection militaire. Et nous vous avons accordé une relation privilégiée avec nous. Mais en échange, vous deviez être des alliés loyaux sur le plan politique et vous deviez nous céder vos empires. Et c'est ce qui s'est passé. Les Britanniques, les Français, tous ces empires ont fermé après la Seconde Guerre mondiale et les États-Unis sont intervenus pour les remplacer. C'est très important. De quoi l'Europe s'est-elle retrouvée dotée? D'aucun empire. La moitié de la richesse qui affluait vers l'Europe provenait de l'empire, et cela a disparu. Ils ont été réduits à être des alliés des États-Unis. En échange, ils ont reçu toutes sortes d'avantages et de privilèges.
C'était une bonne affaire pour eux. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas tiré profit. Ils en ont tiré profit. Ils ont bénéficié du plan Marshall. Ils ont été aidés à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Tout cela est vrai. Mais les États-Unis n'ont pas besoin d'un grand tampon contre l'Union soviétique, car l'Union soviétique n'existe plus. S'ils doivent se battre, ce sera avec la Chine, pas avec la Russie. Ils le savent, et ils ne veulent pas porter l'Europe alors qu'elle décline. Ce n'est pas attrayant. L'Europe n'a plus rien que les États-Unis désirent. Elle n'a plus de panache, plus de grandes richesses, plus de mode. Tout simplement non. Et par conséquent, ce n'est pas un allié attractif. Ensuite, quand on considère toutes ces querelles internes, personne n'en veut. Ce n'est pas intéressant. Elle ne possède pas de véritables ressources. Elle est importatrice nette d'énergie, importatrice nette de nourriture et de tout le reste. Donc, c'est acceptable, mais cela n'a plus que cela avait autrefois. Et je reviens donc à mon premier point. Vous assistez au déclin de l'Europe. C'est de cela qu'il s'agit. Et bien sûr, M. Trump arrive avec son plan en 28 points. Et ici, aux États-Unis, une grande partie de notre mentalité reste coincée dans la guerre froide. C'est similaire, mais un peu différent. Ils ne sont pas attachés à la longue route, ni à la civilisation européenne en déclin. Non, c'est une classe politique qui a été instinctivement formée pendant 70 ans à considérer tout ce qui vient de l'Union soviétique ou de la Russie comme mauvais, 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 mauvais. C'est ainsi qu'ils ont écrasé la gauche. Et ils sont très contrariés aujourd'hui de voir la gauche revenir à l'intérieur des États-Unis. C'est là toute l'importance de l'élection de Zohran Mamdani à New York, de Bernie Sanders, d'Ocasio-Cortez. Et cela prend littéralement de l'ampleur chaque jour aux États-Unis. Je suis assis ici, je peux vous le dire, c'est tout autour de moi. Jamais de mon vivant je n'ai vu cela, ce qui signifie que jamais, de leur vivant, les dirigeants politiques des États-Unis n'ont eu à faire face à autre chose qu'aux républicains et aux démocrates. Tout le reste n'existait pas ou était minuscule. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et le monde change, tandis que ces responsables politiques s'accrochent à l'univers politique dans lequel ils ont grandi. Nous n'avons pas, aux États-Unis, de politiciens qui soient aussi des penseurs. C'est très rare. Vous savez, l'Europe en avait beaucoup plus autrefois. Maintenant, l'Europe ressemble davantage aux États-Unis. Mais nous n'avons pas, dans l'ensemble, de gens qui réfléchissent. Vous ne trouverez donc pas cela parmi eux. Vous le trouverez plutôt dans les groupes de réflexion, les personnes dont le travail consiste à essayer d'analyser tout cela. Ils voient beaucoup de ces choses, mais ils n'ont pas encore le pouvoir. Quelques-uns oui, mais la plupart non. Ce que vous avez donc, ce sont les restes. Et les anciens guerriers de la guerre froide, parfois appelés néoconservateurs, c'est la même chose, sabotent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Monsieur Trump fait ce que le courant dominant veut faire. Et puis il y a les saboteurs. Et l'un d'eux a divulgué la conversation entre Witkoff et Lavrov, ou peu importe. Kirill Dmitriev. Ça n'a pas d'importance. D'une manière ou d'une autre, ces choses se règlent par la confrontation. Maintenant, ils vont essayer de trouver qui a fait ça. Si c'est bien celui qu'ils soupçonnent, le militaire qui conseille Trump, ils le mettront dehors. Il y en aura un autre. C'est un processus continu, et tout le monde le sait. Alors M. Trump fixe une échéance. Je crois que la date limite pour son plan en 28 points était aujourd'hui, le 27. Cela viendra et repartira comme tant d'autres, parce que c'est un processus en cours. Et de plus, toutes les personnes impliquées comprennent la dimension du temps. Laissez-moi m'arrêter, je sais que je parle trop, mais laissez-moi m'arrêter sur la notion de temps, car cela aidera ceux qui essayent de comprendre. Le temps n'est pas le même pour tous les acteurs ici. Ce n'est pas un jeu dans lequel il existe une seule unité de temps
que tout le monde doit respecter. Commençons donc par les Chinois. Pour eux, tout est désormais détendu. Pourquoi? Parce que le temps joue en leur faveur. Depuis 30 ans, chaque année, la Chine est devenue un acteur plus grand, plus riche et plus puissant dans l'économie mondiale. Chaque année. Et chaque année, l'Europe décline par rapport à la Chine. Et les États-Unis reculent par rapport à la Chine. Quand vous entendez un Américain parler de l'agressivité de la Chine, c'est simplement sa manière de présenter les choses. Mais cela n'a rien à voir avec la réalité. Les Chinois n'ont pas besoin d'être agressifs. Les États-Unis ont 700 bases à travers le monde. C'est ainsi qu'ils ont remplacé tous ces empires après la Seconde Guerre mondiale, en se faisant l'empire unipolaire universel. Les Chinois, eux, se contentent de croître, et cela menace cet empire, bien sûr. Mais les Chinois n'ont qu'une seule base militaire. Les Américains en ont 700. Qui est agressif? Franchement, c'est puéril. Une fois qu'on s'en rend compte, on voit que les Européens ont une conception du temps complètement différente. Ils sont pressés. On a même cette femme, Kallas, qui parle avec un air de satisfaction de contrôler l'armée russe. C'est parce que vous perdez la guerre, ma chère. Vous ne gagnez pas, vous perdez. Vous perdez lamentablement. Et votre défaite n'a pas de fin. Vous perdiez déjà avant d'avoir ce poste. Vous avez perdu tout au long de votre mandat et vous continuerez à perdre. Et c'est très douloureux pour vous, je le comprends. Mais le temps est son ennemi. Elle est pressée. Elle ne veut pas que M. Trump ait plus de temps pour élaborer une nouvelle politique. Vous voulez savoir quelle est la peur profonde qui hante les Européens? C'est celle-ci. Que l'alliance entre la Chine et la Russie devienne encore plus solide qu'elle ne l'est déjà, et que le désespoir des États-Unis face à ce que signifie une alliance sino-russe ne fasse que croître. Soyons clairs pour que tout le monde comprenne. La combinaison de la Russie et de la Chine réunit la première puissance manufacturière du monde, l'un des deux plus grands pays par la population, 1,4 milliard d'habitants, et la Russie, de loin le plus vaste pays du monde, doté de l'un des appareils militaires les plus développés. Vous voulez vraiment construire votre avenir en les affrontant. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et les Européens, s'ils ont un minimum de bon sens, peuvent voir comment les Américains observent cette situation. Et alors, que pourrait-il se passer? Que pourrait-il arriver si vous avez une grande puissance, une autre presque aussi grande et une troisième en déclin? Les deux premières règlent leurs différends aux dépens de la plus petite. Cela arrive tout le temps dans l'histoire humaine. Je ne dis pas que cela se passera ainsi, mais si vous cherchez quelque chose dont vous inquiétez, ce serait bien cela. Et l'une des façons dont un conflit pourrait éclater entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, la puissance montante et la puissance déclinante, est déjà préfigurée par la guerre en Ukraine elle-même. Parce que c'est une guerre par procuration entre ces deux-là, aux dépens du pauvre peuple ukrainien. Regardez ce qui leur est arrivé, à eux et à leur pays. Et ce qui leur est arrivé, à eux et à leur pays, pourrait arriver à toute l'Europe. Aha! C'est ce grain de compréhension qui se cache derrière la recherche de boucs émissaires. Ce n'est pas que la Russie représente aujourd'hui une telle menace. Elle ne le fait pas, ni dans un avenir prévisible. Mais, au fond de l'esprit, alors qu'on affronte à demi consciemment la montée de la Chine et sa juxtaposition avec les États-Unis, que reste-t-il pour l'Europe? Ils s'en rendent compte. Pas grand-chose. Il vaut donc mieux élaborer un plan. Ils n'en ont pas. Une stratégie? Je n'en vois aucune. Une stratégie qui impliquerait de nouvelles façons de se relier aux États-Unis d'un côté, mais aussi à la Russie et à la Chine de l'autre. Ils ont encore suffisamment de richesses en Europe. Ils en ont encore assez après 500 ans.
Ils ont des choses à offrir. Ils sont riches. Il y a environ 300 millions de personnes qui sont aisées, comme aux États-Unis, où il y a à peu près 300 millions de personnes relativement aisées. C'est beaucoup. That are wealthy, relatively speaking. That's a lot. That's something to work with. But you're going to have to. C'est une base sur laquelle on peut travailler. Mais il va falloir écarter tous ces dirigeants. Je ne parle pas, bien sûr, de leur vie, il ne s'agit pas d'une attaque personnelle, mais il faut les retirer de leurs fonctions, de leurs postes politiques, et faire venir une nouvelle génération de personnes qui comprennent ce que j'essaie de dire et qui souhaitent s'asseoir avec les dirigeants de la Chine et de la Russie, ainsi qu'avec ceux des États-Unis et de leurs alliés, pour élaborer ce que M. Poutine, à son crédit, appelle une nouvelle structure pacifique de sécurité pour tous en Europe. Il a raison. Le blâmer et lui crier dessus pour les mauvaises choses qu'il a faites ne change rien à cela. Sur ce point, c'est la seule voie possible. Sinon, vous aurez une guerre sans fin, des conflits et un gaspillage de ressources dans une course aux armements interminable. Cela me paraît évident. Seems clear to me. Richard, you've mentioned the Oui, Richard, tu as mentionné la victoire de Zohran Mamdani à New York et ce que ça signifie politiquement aux États-Unis. in the United States. Mais quand on regarde la rencontre entre Donald Trump et Zohran Mamdani, on ressent quelque chose de différent, car ces deux-là s'attaquaient avant l'élection. Et maintenant, juste après, on voit Donald Trump assis à côté de Zohran Mamdani. Même lorsqu'un journaliste a demandé à Zohran Mamdani s'il pensait que Donald Trump était un fasciste, Trump a dit « Vas-y, dis oui, aucun problème avec ça ». Tu vois, cela montre à quel point les gens veulent faire partie du camp des vainqueurs. C'est ça. C'était la mise en scène, tu sais, dans le bureau ovale. Oui, absolument. Je pense, Richard, que c'est le point crucial pour l'Europe. Si elle va dans cette direction, elle sera du côté des perdants. Et c'est là que les États-Unis les laisseraient, avec toutes les difficultés qu'ils vont devoir affronter dans un avenir proche. Voyez-vous le moindre signe qu'ils comprennent la réalité des êtres humains, qu'ils comprennent que ce soutien des États-Unis, l'Amérique présente en Europe, soutenant l'Europe, coopérant avec l'Europe, finira par cesser à cause de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'Allemagne est l'une des plus grandes économies d'Europe, alimentée par l'énergie russe bon marché. Ils ont coupé cette source et ils ont endommagé l'économie allemande. Ils l'ont vraiment détruite et ils continuent sur la même voie. Je ne sais pas, si l'Allemagne s'effondre, en quoi cela va-t-il aider l'Europe à long terme? It's caught. It can. Let me respond. C'est clair. to each of the things. D'accord. Laissez-moi répondre à chacun des points que vous avez soulevés. Vous avez tout à fait raison. Le but et l'objectif de la rencontre entre Zohran Mamdani et Donald Trump était de mettre en scène un moment typiquement américain. C'est comme si l'enjeu ici était une course entre 3 ou 4 personnes qui voulaient chacune devenir maire de New York. Et M. Trump veut être un gagnant. Il se considère comme un gagnant. Il parle de lui comme d'un gagnant. Il insiste sur le fait qu'il a gagné, même quand il est évident que ce n'est pas le cas. Comme dans cette situation où il a soutenu M. Cuomo, qui a été complètement battu par Mamdani. Il se retrouve donc du côté du perdant. Il doit effacer cette image. He needs to erase that image. He needs to replace endorsing Cuomo. Il doit remplacer son soutien à Cuomo, une grosse erreur, par une proximité avec le vainqueur. Il doit être identifié au vainqueur. Je travaille avec le vainqueur. Je suis un vainqueur. Il est un vainqueur. Nous sommes tous des vainqueurs. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il n'a jamais utilisé les mots socialisme ou fascisme. D'ailleurs, si vous écoutez Trump, il emploie socialiste, communiste et fasciste comme des synonymes. Ils ne sont pas différenciés. Ce sont simplement des gens mauvais, des méchants. C'est tout pour lui. Il ne sait pas ce qui intéresse Mamdani. Il ne sait pas ce que Mamdani entend par socialisme. Il n'a pas conscience des différentes formes de socialisme. Rien de tout cela. He's not aware
of the varieties of none of it. Right? So it's just about, as you understood. Donc, comme tu l'as compris, il s'agit simplement d'être du côté du vainqueur. Nous nous comprenons, nous nous aidons, nous sommes les gagnants dans ce monde. Et c'est ainsi qu'il transforme la défaite à l'élection de New York en atout. Et tu sais, c'est malin. Qu'est-ce qu'il va faire? Crier sur le type. Ça ne servirait à rien, non? S'il veut le saper, ce qu'il fera peut-être, tout se fera discrètement, de 100 façons différentes. Et puis, quand le moment sera venu, ce sera rendu public. Mais c'est ainsi que les choses vont se passer. Et Zoran Mamdani le sait sûrement. Et s'il ne le sait pas encore, il l'apprendra bien assez tôt. Ce qui attend M. Mamdani est une toute autre pièce de théâtre. Mamdani comprend qu'il est désormais le nouveau socialiste numéro 1 de la politique américaine. En remportant la victoire à New York, il gagne en importance. Et étant jeune, il est bien plus significatif que Bernie Sanders, qui est un vieux sénateur d'un tout petit État, le Vermont. Ce n'est pas vraiment représentatif du reste des États-Unis. C'est très différent. Et comme il s'agit de New York, le poste de maire y est plus prestigieux que celui de membre du Congrès, comme l'est Ocasio-Cortez. Elle aussi est importante, mais d'une autre manière. Il est désormais la grande réalité. Il doit donc apprendre à évoluer et à s'affirmer en tant que socialiste dans un environnement hostile, déterminer quel type de socialisme il peut promouvoir et construire. Que signifie ce mot? Ce n'est pas un communiste, ni rien de ce genre. Même son socialisme est très modéré. Il l'a toujours été. Les socialistes démocrates, c'est le nom du groupe ici, sont de loin la plus grande organisation socialiste du pays aujourd'hui. Mais l'une des raisons, c'est justement que c'est très modéré. C'est un peu comme si l'on voulait introduire le socialisme, c'était la version la plus acceptable qu'on puisse imaginer. Vous savez, il va imposer une taxe de 2% sur les ultra-riches. D'accord? Cela les laisse ultra-riches, et cela ne lui donne pas les moyens de transformer le pays ou la ville, ni quoi que ce soit de ce genre. Mais il peut faire de bonnes choses, et il peut être prudent, et il est doué pour ça, en montrant à la communauté, regardez ce que nous faisons ici. Et comme les autres, les républicains et les démocrates ordinaires ont été si mauvais dans la gestion, corrompus, inefficaces. Il n'a pas besoin de faire si bien que ça pour faire mieux. Je vais te donner un exemple qui représente le meilleur scénario qu'il puisse espérer. Pendant de très nombreuses années après la Seconde Guerre mondiale, la ville industrielle du nord de l'Italie, appelée Bologne, une ville importante. Ce n'est pas un centre industriel aussi grand que Milan, mais presque. Elle se trouve dans cette partie nord de l'Italie, développée sur le plan industriel. Bologne a toujours été une ville rouge. Le Parti communiste italien dirigeait cette région. Il détenait en permanence la mairie. Il contrôlait la ville. Et l'une des choses auxquelles il faisait très attention, c'était d'éviter la corruption. Partout ailleurs en Italie, la corruption régnait, à cause de la manière dont le pays avait été organisé après la Seconde Guerre mondiale. Le véritable pouvoir se trouvait dans le Parti communiste et dans la résistance à Mussolini et aux nazis. Mais l'Occident, les États-Unis, n'a pas laissé ces gens gouverner et a confié le gouvernement à ceux qu'ils pouvaient acheter pour le faire. Ainsi, la corruption commence dès le départ et ne s'arrête jamais. Avoir un gouvernement intègre à Bologne fut donc un tel accomplissement que les habitants de Bologne, dont beaucoup étaient anticommunistes à cause de l'idéologie de la guerre froide, votaient toujours pour les communistes malgré tout. Et si on leur demandait pourquoi, aucune corruption. D'accord? Il peut faire cela. Monsieur Mamdani, je ne sais pas s'il le fera, mais il en est capable. Et s'il le fait, ce sera une manière très très intelligente de construire le socialisme. Il y a maintenant des socialistes partout aux États-Unis, qui ont toujours été là.
who've always been there. I want to remind your audience, if they don't know. Je veux rappeler à votre public, s'il ne le sait pas, qu'avant la Seconde Guerre mondiale, avant la guerre froide qui a commencé en 1945, les socialistes et les communistes étaient présents partout aux États-Unis. Nous avons eu des centaines de maires de villes américaines qui étaient socialistes. Monsieur Mamdani n'est pas le premier, loin de là. Nous avons eu des assemblées législatives d'État remplies d'élus socialistes, et même quelques communistes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient alliés à l'Union soviétique. Ce n'est qu'après cela, le brusque revirement juste après la Seconde Guerre mondiale, que les États-Unis se sont retournés contre leur allié, l'Union soviétique, et ont compris qu'ils avaient deux problèmes ici. Premièrement, la croissance du communisme, soutenue par l'Union soviétique à l'échelle mondiale, puis le pouvoir des communistes et des socialistes, qui était devenu beaucoup plus fort pendant la Grande Dépression des années 1930. Alors, comment avez-vous fait face à ces deux menaces pour le capitalisme américain? Vous avez mené une guerre, une croisade anticommuniste, qui vous a permis de détruire les socialistes et les communistes à l'intérieur du pays, ce qu'ils ont fait, et de justifier le remplacement des empires européens à travers le monde en disant « Nous apportons la démocratie et la liberté à la place de l'ancienne horreur coloniale. » Cette idéologie, encore aujourd'hui, continue d'amener des gens à penser de cette façon, car elle constituait une couverture idéologique parfaite pour ce que les États-Unis estimaient devoir faire. Et elle a réussi. Vous avez détruit le socialisme. Ce que vous voyez avec Mamdani, c'est simplement son retour. Tous ces gens sont toujours là. Même s'ils sont morts, ils ont transmis ces idées à leurs enfants. Et donc, les socialistes partout en Amérique, vous savez, ils me trouvent et je leur parle. Cela fait partie de mon travail. Et ils sont partout se demandant « Oh, si Monsieur Mamdani a pu faire ce qu'il a fait à New York. » Et ils ne sont pas musulmans. Pour eux, c'est simplement le socialisme. Mais on peut être protestant, catholique ou juif sans avoir le fardeau supplémentaire d'être musulman. Si un musulman peut le faire dans une ville qui compte plus de juifs que n'importe quelle autre ville des États-Unis, eh bien cela montre que le socialisme devient acceptable. Bernie l'a montré, Ocasio-Cortez le montre, et maintenant lui aussi le montre. Vous allez en voir de plus en plus. Vous avez peut-être même remarqué, je ne sais pas si tu as vu ça, Nima, il y a eu un moment où M. Trump dénonçait Mamdani quand il a dit « c'est un socialiste ». Puis Trump s'est corrigé. Il a dit « non, 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 pas un socialiste, c'est un communiste ». C'est la reconnaissance de la part de M. Trump, le président, que traiter quelqu'un de socialiste n'a plus l'effet que cela avait autrefois. Le monde change, et même lui commence à le comprendre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et dans tout cela, les Européens, vous savez, je termine aujourd'hui là où j'ai commencé. C'est très, très triste. Mais vous n'allez pas affronter votre problème, votre déclin, votre perte de la position que vous occupiez dans le monde depuis 500 ans. Et souvenez-vous, vous n'avez pas perdu cette position à cause de ce que les autres vous ont fait. Vous l'avez perdue parce que la manière dont vous avez exercé cette position s'est elle-même sapée. Souvenez-vous de l'un de vos plus grands penseurs, Hegel. Tout est intérieurement contradictoire. Vous êtes devenus riches et puissants grâce à votre empire colonial, mais vous avez aussi construit vos propres fossoyeurs. Vous avez bâti les institutions qui aujourd'hui vous remplacent. C'est ainsi que va la vie. On grandit, on a des enfants, puis on disparaît, et les enfants prennent la relève. C'est douloureux, mais c'est la réalité. Et l'Europe en est témoin aujourd'hui. Ma seule supplication, et je le pense vraiment, je crois que je vous l'ai déjà dit, mon père était français.
ma mère allemande. Je parle français et allemand. Je suis né aux États-Unis et j'y ai vécu et travaillé toute ma vie. Mais une moitié de moi reste européenne. Je ne veux pas que l'Europe disparaisse. Je ne veux pas que l'Europe décline. Mais avec le genre de dirigeants qu'elle a aujourd'hui, des dirigeants qui veulent aller à la guerre en diabolisant Poutine parce qu'ils n'ont pas de Staline, alors ils transforment M. Poutine en un Staline. Cela ne résout rien. C'est l'acte désespéré de quelqu'un qui se noie. Il vaudrait bien mieux avoir des dirigeants prêts à s'asseoir et à trouver un terrain d'entente. Je dois vous dire que sur ce point, M. Trump, avec tous ses terribles défauts, les devance. Et cela doit aussi les déranger d'une certaine manière. Exactly. Oui, exactement. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Great pleasure, as always. Oui, très intéressant. Et merci pour votre émission et pour veiller à ce que des personnes du monde entier puissent entendre quelque chose d'un peu différent de ce qu'on lit dans le journal chaque matin.